Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui sur deux sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. Il s'agit de manifestations de population de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces populations ont manifesté contre la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. En deuxième lieu, nous allons parler de la 26e édition du forum Indaba Mining qui s'est tenu en Afrique, à Cape Town, en Afrique du Sud. Pour parler de ces deux sujets, je reçus des journalistes du groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonjour. Salut Fiston Leko. Mes salutations à vous, Jojo Moulamba. Mes salutations aussi à mon co-débatteur Patrick Ilunga. Patrick Ilunga, salué par Fiston, c'est à mon tour aussi. Salut. Bonjour Jojo, bonjour également à Fiston Leko qui est mon co-débatteur aujourd'hui. Merci d'être là sur ces plateaux pour aborder ces deux sujets très intéressants. Nous allons commencer avec le premier thème qui concerne la manifestation de population de Goma contre la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la régie, si elle est en accord avec moi, de nous balancer un reportage réalisé par nos confrères dans la ville de Goma. Merci. Dans la ville de Goma, des mouvements citoyens ont appelé à des journées sans activité. Ce lundi 6 février, le mot d'ordre a été suivi. Les principales artères de la ville ont été barricadées par les manifestants. Les véhicules des transports publics et les motos n'ont pas circulé en raison des barricades. Les manifestants demandent que les forces régionales de la communauté est-africaine et la MONUSCO qui combattent aux côtés des forces régulières face au M23 quittent les sols congolais. Ces Kenyans doivent quitter les sols congolais, c'est pourquoi nous avons manifesté. Cela va prendre 10 jours, nous allons manifester. Et si dans les 10 jours ils ne partent pas, nous ne laisserons pas les manifestations, qu'ils nous tirent. Ces manifestants estiment que la force de la communauté d'Afrique de l'Est s'est montrée incompétente et ne fait aucun effort pour arrêter l'avancée des rebelles. Les forces de l'EAC viennent en RDC, mais dans quel but? Elles ne font rien, je ne vois rien de concret. Elles arrivent en RDC comme des petits aventuriers. Et le plus drôle, c'est qu'elles favorisent le M23 pour conquérir d'autres entités. Nous ne voyons pas leur importance en RDC, nous voulons les voir partir, mais aussi la MONUSCO et que notre gouvernement puisse prendre en charge nos FARDC. La manifestation a également visé certains commerces et établissements de personnalités accusées de faire le jeu de l'ennemi, des magasins, des églises et certaines entreprises appartenant à des Rwandais ont été vandalisées, ce que déplorent les militants des mouvements citoyens. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est de voir qu'il y a certains ou bien certaines personnes qui s'apprennent bien des choses que nous déplorons, puisque nous, comme mouvement citoyen, quand on manifeste, nous ne manifestons pas de ces gens. Oui, on a compris la population, mais nous sommes quand même appelés à la sagesse. Nous devons être sages et réfléchir davantage quel est le plan de l'ennemi, quel veut l'ennemi, et nous faisons quoi au juste. En fin d'après-midi, un calme apparent était visible sur certains tronçons de la ville. La police et certains habitants se sont efforcés de dégager des barricades et de normaliser le trafic. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. Voilà, là nous venons de suivre un reportage qui nous présentait ou nous relatait la situation qui a concerné la manifestation de population dans la ville de Goma. Le Gomatraciens ont manifesté contre le EAC. Patrick Ilunga, vous avez suivi cette situation. Les populations de Goma ont manifesté encore une fois. L'année passée, c'était contre les forces onisiennes et qui est la population réclamait en fait le départ de la MONUSCO qui qualifiait vraiment d'inefficace dans la lutte contre ou la pacification de la partie est du pays qui est en proie de violence depuis plus de 20 ans. Et quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation ? Bon, il faut dire que c'est une situation qui me désole moi particulièrement parce que
nous, on croyait vraiment que la force de l'Est devait venir avec un mandat offensif, s'attaquer aux rebelles. Mais là, logiquement, la force de l'Est, et quand vous lisez les différents communiqués des sommets extraordinaires, conclaves et consorts, bon, d'abord le conclave de 2022 en avril et juin avait dit clairement que on est d'abord dans le volet pacifique, c'est-à-dire que le processus politique amenait tout le monde à parler, à dialoguer, et ceux qui auront, ou bien qui auront refusé le dialogue seront face à la force de l'Afrique de l'Est. Donc là, on pensait vraiment que la force d'Afrique de l'Est viendrait, en tout cas pour imposer une puissance de feu aux rebelles. Bon, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, quand vous lisez les derniers ou bien les sommets qui se sont succédés avec les chefs d'État d'Afrique de l'Est, ils insistent beaucoup sur le dialogue qui, selon eux, c'est le dialogue qui va installer une paix durable à l'est de la RDC. Donc je crois que la force de l'Est est dans la logique plutôt de la diplomatie militaire. Les dialogues qui va porter sur quoi? C'est ça le problème. Le dialogue, en tout cas, on part sur des sujets qui sont totalement divergents. Parce qu'en RDC, par exemple, les autorités ont dit, par exemple, donc c'est fini l'histoire de mixage, oui, intégrer les anciens rebelles, parce que depuis toutes ces années, les anciens rebelles avaient été intégrés. On a vu ce que ça a donné avec l'armée entre guillemets qui est infiltrée. Je parle sous le contrôle du chef de l'État, par exemple, lui-même, qui dit qu'il y a des brebis galeuses, qui dit que l'armée est infiltrée. Donc, plus question d'intégrer des gens qui ont une double loyauté, par exemple, ou bien qui ont carrément une loyauté à un ennemi. C'est ça. Et il y a eu même, je crois que ça a été même voté au niveau du Parlement, que plus jamais intégrer les rebelles. Maintenant, les rebelles, de leur côté, veulent un dialogue direct avec les autorités pour être intégrés et former même des structures de pacification de l'Est où ils seraient très actifs. Donc ces deux, on va dire, et les rebelles et les autorités de la RDC émettent sur deux longueurs différentes, ce qui fait que bon, la force de l'Est, quand elle arrive, elle ne sait plus où donner de la tête. Alors on se demande à quoi bon de garder les gens comme ça. Alors ce qui nous a étonné, nous particulièrement, c'est de voir que samedi 4 février, quand les chefs d'État se sont rencontrés, oui, on parle de nouvelles troupes qui doivent être déployées. Bon, si les troupes qui sont déjà là, ils n'arrivent pas à tirer même pas un tir de sommation. Ces troupes sont en grand nombre d'ailleurs. Ils sont déjà là. Je crois qu'il y a une grande partie des Kenyans. C'est vrai que les Burundais sont là aussi pour le compte de la force de l'Est, mais ils sont beaucoup plus dans le sud Kivu. Bon, si ceux qui sont là, ils n'arrivent même pas à tirer un tir de sommation, mais pourquoi ils sont là alors? Alors, on a déjà beaucoup de groupes armés. On a la MONUSCO qui pose déjà un cas de conscience très très énorme au niveau de l'Est. Parce que il faut faire une petite parenthèse par rapport à la MONUSCO, on va enterrer les 8 personnes qui sont mortes. On a ouvert les enquêtes. Mais moi, je me rappelle qu'en juillet dernier, juillet 2022, la MONUSCO, il y a eu des troubles déjà. La MONUSCO a tué 32 Congolais. Et le résultat de l'enquête... C'est vrai qu'il y a eu 36 morts avec 4 personnels de la MONUSCO, mais il y a eu 32 civils congolais tués. On a ouvert les enquêtes. Pour quel résultat? Le 31 juillet, quand les éléments de la MONUSCO reviennent de l'Ouganda pour entrer ici, ils tirent sur des Congolais. Il y a eu 3 Congolais qui sont morts et une dizaine de blessés. On a ouvert des enquêtes. Pour quel résultat? Bon, c'est vrai qu'il faut dire aussi que la MONUSCO a perdu, entre-temps, un casque bleu, je crois, tué en début de semaine. Oui. Mais ça fait autant de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des bavures, mais c'est... Apparemment, la MONUSCO se croit tout permis maintenant. Donc, on est dans une sorte de triangle de Bermude où on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. On ne sait pas comment. Moi, je pense simplement que, sans inciter les gens de Goma à se révolter contre les autorités, mais je pense que si on doit demander des comptes, les premières personnes à qui demander des comptes, c'est d'abord les autorités. C'est avec l'aval des autorités que la force de l'Est est arrivée ici. Donc, je crois que c'est d'abord aux autorités congolaises de demander des comptes. Et la force de l'Est, par exemple, va être, on va dire,
ce sera peut-être la conséquence de ce qu'on aura demandé à nos autorités, à nous. Oui. Ce n'est pas les soldats du Kenya qui sont arrivés ici pour mourir. Ils ne sont pas arrivés d'eux-mêmes, c'est sûr. Et ils ne sont pas là. Logiquement, ils ne peuvent pas venir pour mourir pour la RDC. Nous, quand on meurt, par exemple, nos soldats, quand ils meurent, ils se disent, on meurt pour la terre de nos ancêtres, pour nos enfants, pour nos ancêtres et consorts. Et ils mourront pourquoi ? Logiquement. Ils mourront pourquoi ? Fiston Oleko, vous avez également suivi ces manifestations. Il y a eu de cas de pillage, il y a eu de cas de... Donc il y a plusieurs dégâts collatéraux lors de ces manifestations. Ça a été condamné par le gouvernement. Mais vous, condamnez-vous aussi ces actes de pillage Oui, moi je condamne ça, les actes de pillage, parce qu'on peut tout de même manifester, on peut tout de même exprimer ses frustrations, sans pour autant se jeter dans les violences. Mais de l'autre côté, il faut dire que ces populations-là, qu'on peut condamner les actes, ce sont des gens qui souffrent dans leur peau et dans leurs âmes, parce que, figurez-vous, cette question de l'Est avec les forces de l'EAC soulève une problématique soulevée d'ailleurs par Colette Brackman, qui a dit le Congo aujourd'hui est seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut, comme a dit ici Patrick Ilunga, venir mourir pour le Congo et venir aider le Congo à aller de l'avant. Donc c'est un problème aujourd'hui qui relève aussi le fait que ici au Congo, le processus diplomatique avec la question de l'Est a littéralement largement échoué, parce que vous savez, quand on parle aujourd'hui des processus dans lesquels se trouve la RDC, notamment celui de Luanda et celui de Nairobi, d'abord il faut dire que celui de Luanda, c'est la CIRGL qui pilote, avec justement la demande de la présidence de l'Union africaine, qui a été instruite par l'ONU de pouvoir trouver des mécanismes pour la paix à l'Est. Mais cela ne marche pas. De l'autre côté, on voit le processus de Nairobi, qui est d'ailleurs plus avancé et plus actif par rapport au processus de Luanda, mais ça ne donne rien. Déjà, quand on parle de ce processus de Nairobi, avec l'adhésion de la RDC dans l'EAC, que des contradictions dès le départ. Vous savez, il y a beaucoup de débats comme ça. D'abord, le chef de l'État lui-même qui dit que les forces de l'EAC entreront par Bunagana. À cette époque-là, il n'y avait que Bunagana qui était occupé. Ce n'était pas le cas. Il y a des débats sur les zones tampons avec des communiqués. Justement, là, on revient sur le processus de Luanda. Ce n'est pas le cas. D'abord, il faut dire aussi qu'on signe un accord pour l'entrée des forces régionale de l'EAC ici au Congo en septembre, alors qu'avant même la date de la signature, il y avait déjà la force de Burundi qui était ici. Donc, c'est-à-dire ce sont des contradictions dès le départ. Aujourd'hui, on parle... Donc, c'est flou. C'est flou. Il y a un flou qui au-delà du fait que la question de l'insécurité à l'Est est complexe, il y a une forme de nébuleuse, mais encore... Il faut dire que la question de processus diplomatique dans lesquels la RDC se trouve et accuse une forme de flou, et ça on ne peut pas vraiment lire. Vous savez, on a parlé ici de Bujumbura, ces sommets extraordinaires convoqués par Evariste Ndayishimiye. On parle aujourd'hui de communiqué final. Le gouvernement congolais dit que ce qui est dit dans le communiqué final, ce n'est pas ce qui a été dit. On a omis certains points, surtout sur le plan de l'évaluation de la feuille de route des chefs d'État du sommet, de mini-sommet de Luanda de 23 novembre. Donc, c'est-à-dire que nous allons de contradiction en contradiction. Cela, justement, suscite la problématique de nous-mêmes Congolais. Mais oui, quand on voit, par exemple, le gouvernement s'attache à une posture disant que on ne peut pas aller attaquer directement parce qu'il y a aussi des populations civiles qui sont dans les agglomérations où se trouve le M23, mais on envoie quand même les forces de l'EAC. On rappelle à la force de l'EAC que son mandat est offensif. Donc c'est comme si on envoie la question qui nous concerne de sécurité, mais on veut qu'une autre force, on veut que les enfants d'une autre maison viennent engager la bagarre contre pour nous, alors que nous-mêmes, nous sommes là et on ne fait rien. Donc nous devons... Dans l'entretemps, où est notre armée? C'est ça la question. Donc nous devons prendre
en considération le fait que d'abord nous sommes un État qui se doit de défendre et préserver son intégrité territoriale. On ne peut pas compter que sur l'extérieur parce qu'aujourd'hui le processus diplomatique a largement échoué, on va le dire comme ça, parce que vous savez, déjà avec la MONUSCO, c'est la même rengaine. On n'attaque pas, on est dans l'observation. L'EAC vient l'observation avec des accolades avec le M23 et le président de la République l'a même rappelé à Jeff Niaga. Donc nous devons nous prendre en charge et nous prendre en charge sérieusement parce que je ne vois pas des forces extérieures venir et installer la paix durable. Vous avez vu par exemple l'exemple de l'Afghanistan qui a été à un moment donné aidé par les États-Unis. Aujourd'hui les États-Unis est parti, ce que ça donne. Donc il faut que nous comptions sur nous et c'est possible. C'est possible, la population congolaise doit compter sur elle-même, donc la nation congolaise doit compter sur elle-même. Patrick Lunga, il y a eu le sommet de Bujumbura, on a vu le président même, il y a des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux, et des images vraiment devenues virales, où le président sermonnait, le commandant de force de troupes de l'EAC, qui est aussi un haut cadre militaire de l'armée kenyane. Le chef de l'État lui a dit, vous ne devez pas favoriser le M23. Bon, je crois qu'il y a un problème du côté des leaders et même des forces armées du côté d'Afrique de l'Est. Parce qu'il faut dire que le sommet extraordinaire de Bujumbura a prévu que les chefs d'état-major se rencontrent, je crois que ça va être ce week-end, pour notamment décider de ce que adviendra de la force de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'elle sera une force offensive ou bien elle ne sera pas offensive? Normalement, je viens de dire tout à l'heure que les leaders d'Afrique de l'Est semblent ne pas bien connaître la question de l'Est. Ils poussent ouvertement les chefs d'État, notre chef d'État, le président Félix Tshisekedi, à dialoguer avec le M23. Mais ils oublient peut-être que ces M23, la majorité c'était des gens qui officiaient déjà dans l'armée congolaise. Entre autres, parmi les revendications, ils avaient en tout cas la raison de leur révolte. Entre autres, c'était quand le président Kabila, l'ancien président, avait muté certains d'entre eux dans d'autres provinces. Bon, si vous êtes soldat de l'armée congolaise, vous n'êtes pas censé ne travailler que dans une seule province. Donc, si on doit les intégrer aujourd'hui, et ce sera la même question qui va se poser. Donc, je crois qu'il y a, à mon avis, on est parti pour durer dans cette guerre-là. On est parti pour durer, malheureusement, parce que le chef de l'État ne peut plus se permettre ça. Il ne peut plus se permettre ça. On est dans une forme maintenant d'incompréhension qui fait que, bon, on va constater l'échec de la force de l'Est. Et je crois que le porte-parole du gouvernement a dit qu'il comprend déjà la colère de la population. Ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, le gouvernement sera obligé de répondre favorablement à la demande de la population. Il y a même le président de l'Assemblée nationale qui a presque donné un ultimatum au chef de l'État. Presque un ultimatum. Et je crois qu'on part dans ce schéma-là. Mais les gens les M23 et tous ceux qui les appuient, je crois qu'on finira par dialoguer. Parce que tout ce qui se fait autour de Goma, c'est pour maintenant attaquer Goma. Déjà, ceux qui sont à Goma disent que Goma est un petit peu asphyxié. Oui. Moi, j'ai quelqu'un à Butembo qui me dit, mais mon frère, envoie même $10 parce qu'ici, il n'y a pas moyen. Et ils vont attaquer Goma. Si on attaque Goma, dans une ville aussi peuplée que Goma, je crois que l'armée congolaise ne va pas combattre pour protéger les civils. Et là, ça sera le schéma vraiment pour dialoguer. Et je crois, en ce moment-là, on sera obligé, la RDC sera obligée d'aller pour parler avec ces gens-là, avec le M23. Donc je crois que on ne peut pas aller en guerre. Non, en guerre dans une ville comme Goma, c'est tuer des gens. Des millions de personnes. En dehors de Goma, ouais. En dehors de Goma, c'est ce qui se fait déjà. C'est ce qui se fait déjà. Mais on va dialoguer. Ce sera quoi? Autour de quoi? Autour de quoi? On va dialoguer autour de quoi? Je crois que ces questions-là, à
mon avis, le chef de l'État et toute l'intelligence qu'il y a autour de lui doivent déjà commencer à cogiter des choses pour amener justement le M23 à ne pas imposer leur point de vue, parce que, à mon avis, on va vers le dialogue, même si le dialogue ne sera pas forcément ouvert aux médias, ou bien on ne va pas peut-être l'annoncer, mais peut-être qu'il y aura des pourparlers qui vont se faire en sous-main. Mais la force de l'Est, elle n'a plus d'avenir, à mon avis. La force de l'Est n'a plus d'avenir au Congo. Hein, à votre avis. Mais l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est aussi facilitateur du processus de Nairobi, a demandé aux pays membres de la CAE, hein, la communauté d'Afrique de l'Est, participant à la force régionale, de déployer leurs troupes qui doivent prendre position de toute urgence et sans plus tarder dans tout l'Est de la RDC. Il a dit dans un communiqué publié le jeudi 9 février dernier. Est-il encore nécessaire, opportun pour un déploiement de forces de l'EAC? Moi, je pense que ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire justement parce qu'on parle de 900 qui étaient venus avec le Kenya. D'ailleurs, on a l'impression que ça commence avec les Kenyans, mais je l'ai dit ici, ça commence avec le Burundi. Avec le Burundi. Avant même qu'on signe l'accord. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de parler encore de ça. Et c'est le gouvernement congolais. C'est Kinshasa qui doit décider de l'avenir comme un pays souverain. Parce que nous sommes d'abord adhérés à l'EAC comme un pays souverain. On a pris des engagements comme un pays souverain. On peut aussi dire non à cette force comme un pays souverain. Vous avez vu même, quand vous voyez, quand je lisais la vidéo de Mbosso quand il parlait, il était un peu très sérieux. Il était un peu fâché quand vous voyez même la mimique. Donc c'est une question qui touche tout le monde et on ne peut pas s'aventurer sur ça. La première expérience avec les Kenyans n'a pas tenu. Nous sommes avec les Kenyans ici. Les M23 qui n'avaient que Rutshuru a progressé vers d'autres territoires, oui. Le Massissi, et aujourd'hui on parle de Nyiragongo. Donc 3 territoires sur 6 de la province du Nord Kivu sont en grande partie entre les mains bien qu'ils soient en petit nombre. Bien qu'ils soient en petit nombre. Là aussi, il faut aussi voir, parce que les informations sur les nombres du M23 n'est pas vraiment connues, parce que dès qu'il vient, et la MONUSCO, et les forces armées de la RDC et même les forces de l'EAC reculent. C'est ça le problème. C'est ça même le nœud du problème au niveau de la population qui exprime son ras-le-bol. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui et il n'est pas tard de faire le bien ou de rectifier les tirs. Le gouvernement ne peut plus accepter que cette force-là se déploie encore à l'est de la RDC du moment où la première partie qui y est chez nous ne fait absolument rien. Il faut voir d'autres mécanismes, particulièrement l'a dit ici largement. D'investir dans la population qui... Comment on va investir dans la population? Il y a l'État à son bras séculier dans la défense de l'intégrité territoriale qui est l'armée. On va investir soit dans l'armée pour faire la guerre contre le M23. Déjà cette option-là, le gouvernement ne tient vraiment pas compte de ça. Il tient beaucoup plus compte du processus politique, mais pas avec le M23 qui est déjà qualifié un groupe terroriste. De l'autre côté, il y a donc le gouvernement doit d'abord cesser avec le processus là du déploiement de la force de l'Est, voir si pas faire la guerre et voir d'autres mécanismes, mais pourquoi pas aussi penser au dialogue, parce que là nous sommes vraiment dans une situation ou dans un stade de la situation où on ne peut plus faire de marche arrière, dans le sens où déjà, comme je l'ai dit ici, l'EAC a échoué, donc on va aller soit attaquer, soit parler, et c'est le gouvernement qui doit faire le choix. Et le choix, moi je crois, judiciaire en tant qu'État, parce qu'un État, ça préserve son intégrité, un État, ça se défend. Un État, ça se défend. Voilà, si vous permettez, Jojo, je complète, je place un mot en 30 secondes. C'est que, bon, il y a d'abord une grande différence de vue, hein, parce que ici, au Congo, l'armée ne fait pas de politique, n'est-ce pas? Mais quand la force de l'Est est arrivée, et puis, on parle souvent de 120 groupes armés. Il y a des Codeco, c'est des groupes armés qu'il faut éradiquer. Là, on est d'accord. Mais c'est des groupes armés qui ne s'attaquent pas à l'armée de front, comme ça. Voyez-vous? Mais il y a un seul groupe qui s'attaque à l'armée de front, comme ça.
c'est le M23. Occupe les espaces. Donc, pour les autorités congolaises, le M23, c'était la priorité. Mais le commandant en chef de la force d'Afrique de l'Est est venu, je l'aime bien, j'aime bien des Kenyans, comme vous le savez, est venu un peu nous faire un peu la leçon. Il dit non, il ne faut pas se focaliser. Les vidéos existent, hein. Il ne faut pas se focaliser seulement au M23. Il y a 120 groupes armés. Donc, il n'y a pas question de se focaliser au seul M23. Donc la différence de vue déjà, c'était le début de l'échec. C'est ça, d'où les pays-là de l'Afrique de l'Est ne comprennent pas bien la situation. Il y a des groupes armés qui n'existent que parce qu'il y a insécurité. Donc c'est des groupes armés communautaires simplement. Ils sont comptés aussi parmi ces 120. Voilà, donc ils sont là pour se protéger la communauté. Donc il faut des mécanismes qui permettent à la mise en place de mécanismes qui permettent à la République démocratique du Congo de mettre fin à cette situation d'insécurité qui vraiment fragilise l'État congolais. Les populations sont mortes, les populations sont tuées, les populations quittent leur milieu d'origine, et ce qui n'est pas quelque chose vraiment à accepter et en plein 21e siècle. Voilà, ça n'est fini pour ces premiers points. Nous allons parler à présent de la 26e édition du forum Indaba Mining qui s'est tenu à Cape Town, en Afrique du Sud, où la République démocratique du Congo a été valablement représentée. Et le thème retenu pour cette année était débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. Si la régie est d'accord avec moi, je vais demander de nous balancer un reportage réalisé par le ministère ou la cellule de communication du ministère de Mines qui a accompagné la ministre Antoinette Samba-Kalambai à Cape Town. Le mercredi 8 février, au forum Indaba Mining fut une journée dédiée à la République démocratique du Congo. Cette même journée marquait également la clôture des assises de ce grand rendez-vous mondial des opérateurs miniers à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est au cours d'un déjeuner d'affaires que la ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambai, de la République démocratique du Congo, s'est exprimée autour du thème « L'industrie minérale congolaise à l'heure de défis sécuritaires, énergétiques et innovatifs ». Prenant la parole dans ce beau cadre d'échange de l'hôtel Westin, la patronne congolaise de mines est restée sur la même lancée que l'adresse du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la communauté des investisseurs miniers de l'Afrique et du monde. Antoinette Samba-Kalambai a focalisé son allocution sur les questions du secteur minier en rapport avec l'équation sécurité, stabilité, approvisionnement. La sécurité des investissements demeure une préoccupation partagée au plus haut sommet de l'État, en même temps qu'elle est prise à bras le corps par notre gouvernement, afin, comme je venais de le souligner, de garantir leur stabilité et leur durabilité. À ce sujet, point n'est besoin de rappeler que la République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique approprié, arsenal en mesure d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des investissements nationaux et internationaux étrangers. Il y a cependant lieu de relever que cet impératif de sécurité doit aussi être partagé par les opérateurs du secteur minier. Il n'est pas normal qu'en plein XXIe siècle, l'on continue à s'offrir les minerais extraits du fond du sang, de la chosification de la personne humaine. La sécurité du travailleur de l'industrie minière et son bien-être doivent être considérés comme un facteur important dans les critères ESG. J'ai dit environnement, le social ainsi que la bonne gouvernance, lesquels constituent aujourd'hui les fondements de l'investissement social responsable. Tout est bien qui finit bien. Le rendez-vous est donc pris pour 2024 lors de la 29e édition d'Indaba Mining. Voilà, là nous venons de suivre le forum Indaba Mining. La République démocratique du Congo a été valablement représentée. La délégation gouvernementale a
était là, le président de la République. On a vu la ministre de Mines, Antoinette Tsamba Kalamba. Il faut souligner que ce forum a regroupé 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du secteur minier venus du monde entier pour discuter de défis et opportunités auxquels est confrontée l'industrie minière sur le continent africain. Fiston Oleko, vous avez suivi ces forums à distance. Le président de la République avait pris la parole à ces forums où il a dit que la République démocratique du Congo est une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités financières, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs. Chacun peut y trouver sa part. Qu'en dites-vous? Quelle est votre réaction? Oui, la RDC, comme le chef de l'État a dit, présente d'innombrables opportunités d'affaires, et il faut le dire, surtout dans le secteur minier, parce que le forum concerne essentiellement le secteur minier. Nous sommes à la 26e édition, comme vous avez dit. La RDC a beaucoup de métaux, surtout, il faut dire que l'édition passée, le chef du gouvernement qui a représenté la RDC avait dit qu'il n'y a que 19 pour la RDC n'a exploité que 19% de son potentiel des ressources naturelles. Donc la RDC a encore quelque chose à donner, mais appeler les investissements ou faire appel aux investisseurs, c'est bien. De l'autre côté, ça pose le problème du climat des affaires. Climat des affaires qu'on voit beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a la sécurité, la pression fiscale, la corruption. Il y a même l'énergie électrique, parce que sans énergie électrique, on ne peut pas développer un pays, parce qu'il s'agit là, la finalité de toutes ces actions-là, c'est de pouvoir développer la RDC. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a même aussi la problématique des infrastructures. La RDC, fort de ces 2 345 410 km², on ne peut pas. D'abord, les questions seulement de vol posent problème avec les avions. Les routes aussi, ça pose problème, sans pour autant parler des lignes ferroviaires. Donc, et ça dépend aussi de nous. Aujourd'hui, on parle de l'embellie des métaux. Et la RDC en bénéficie même, parce que, fort de ces matières premières qu'il exporte, on est arrivé jusqu'à un budget de 16 milliards, 15 milliards ou 16, autour de 15 à 16 milliards de dollars américains. Donc c'est à nous de pouvoir aussi investir pour que nous soyons un terrain propice pour les investissements. Et les investisseurs veulent aussi un pays sérieux dans lequel ils vont mettre leurs capitaux, et pour que qu'ils tirent profit. La RDC aussi tire profit des dividendes et tout qui sortiront de ces investissements. Donc la responsabilité est double, bien qu'on appelle les investisseurs ici au Congo. Oui, la RDC est un pays qui offre des opportunités, mais la RDC doit aussi faire des efforts pour être beaucoup plus attractif, parce que dans d'autres pays qui ont des métaux que nous avons, il y a des infrastructures, il y a une justice qui, on ne peut pas dire qui fonctionne à 100%, mais qui relativement fonctionne. Il y a l'énergie électrique qui va vers les sites où ces gens-là exploitent, où ces entreprises-là sont en activité. Donc c'est à nous aussi de pouvoir faire des choses pour rendre notre industrie, principalement minière, beaucoup plus attractive qu'hier. Oui. Il est important aujourd'hui que la RDC puisse vraiment travailler et miser suffisamment de moyens pour garantir la sécurité des investisseurs aussi qui doivent venir en République démocratique du Congo. Mais nous l'avons, le président l'a dit, le pays a beaucoup vraiment d'opportunités, a beaucoup de ressources naturelles, c'est connu par tous, mais il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis de décennies. La mauvaise gouvernance, c'est la faute à qui? C'est à nous-mêmes. Je crois que Fiston Oleko a brossé le tableau très très bien. Je crois que moi je vais retenir un seul point, par exemple, le côté énergie électrique. Il faut savoir que d'abord, avant de parler de l'énergie électrique, parlons de l'image du pays dans l'ensemble. Le Congo, vu d'ailleurs, c'est un Congo vraiment où il y a du désordre partout, n'est-ce pas? Où vous avez par exemple à côté de nous un pays comme la Zambie qui est un pays minier également. La Zambie, c'est
un pays où il y a une grande stabilité. Alors que vu d'ailleurs, le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'instabilité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Mais la question de l'énergie électrique aujourd'hui, c'est un casse-tête pour les miniers. Voyez-vous. Donc ça, c'est un grand problème. Le problème aussi, c'est côté stabilité juridique. Heureusement qu'aujourd'hui, je crois qu'on a gagné de ce côté-là. Un code minier. Il y a un code minier. On sait que le pouvoir actuel a décrié beaucoup de choses qui se sont passées au pouvoir ancien. Donc, il y a eu une sorte de table rase sur beaucoup de choses. Mais heureusement que du côté minier, il y a une stabilité juridique avec le code minier. Les dirigeants présentent ce code minier comme à la fois attractif pour les investisseurs qui sont censés venir et rémunérateur pour le Congo propriétaire des gisements. Mais il y a à côté de la stabilité juridique que le Congo semble gagner, il y a la stabilité institutionnelle. C'est vrai qu'avec l'approche des élections, on sent peut-être qu'il peut y avoir des... On va dire... Je ne sais pas, je ne peux pas dire instabilité institutionnelle, mais ça tend vers ça généralement après chaque élection. On sent que ça bouge un peu. Voilà. Donc ça peut retarder aussi la venue des investisseurs, mais il y a aussi l'instabilité politique et sécuritaire. Vous savez, le chef de l'État à Indaba a évoqué la question des agresseurs, ou bien du Rwanda qui, au lieu de parler win-win avec la RDC, préfère installer une sorte d'instabilité au Congo. Ça, c'est un grand frein, en tout cas. Un grand frein, parce que quelqu'un qui est au Canada, ou bien qui est en Allemagne, ou bien qui est, je sais pas moi, en Chine, il va penser à l'est du pays. Alors qu'il peut investir au là-bas, il peut investir en Mbujima, il peut investir à Lubumbashi, mais il va penser d'abord, Congo, c'est la guerre. Il va avoir cette image-là. Donc je crois qu'en même temps qu'on va dans des forums pour parler du Congo, en même temps qu'il faut continuer à chercher à améliorer l'image du pays, parce que le pays quand même, c'est pas un pays où les gens se baladent, Tarzan, on se tue dans la rue. C'est pas une jungle quand même, il y a des gens qui font fortune ici. Donc je crois que ça a été un bon forum, mais il ne faut pas seulement se limiter à aller faire des discours dans les forums. Le climat des affaires dont a parlé Fiston tout à l'heure, on a vu ce qui s'est passé avec le conseiller spécial, bien ce conseiller stratégique du chef de l'État, où il se disait, le chef de l'État c'est moi. Donc il y a toujours ces histoires-là de comment on appelle ça, rétrocommission, copnini. Donc tout ça, ça fait... À mon avis, ça ne peut que faire fuir les investisseurs. Donc, il faut travailler sur ça. Je crois que le travail que l'IGF est en train de faire, ça a des échos ailleurs. Mais il faut continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, je crois que le Congo aura une belle image et ça pourra peut-être attirer les investisseurs. La ministre de Mines l'a dit, on l'a suivi, il n'est pas normal qu'en plein 21e siècle, qu'on s'offre le minerai de la RDC sur fond du sang, Fiston Leko. Oui, elle a totalement raison, on ne peut pas s'offrir. D'ailleurs, ce n'est pas question du siècle, mais c'est la règle normale, universelle et morale qu'on ne peut pas vraiment s'offrir des minéraux comme ça dans les guerres. Mais il faut considérer la RDC comme le pape a donné l'image, comme un diamant. Un diamant, ça se protège et ce sont les détenteurs de ce diamant-là qui protègent. Et c'est la RDC. Là encore, c'est notre responsabilité de pouvoir préserver notre territoire et pour que nous ayons nos minéraux, nos ressources naturelles pour nous. Oui, la RDC doit vraiment se protéger pour que ces minéraux profitent à sa population et aussi à l'Afrique. Oui, moi je crois que la stratégie de pleurnicher, entre guillemets, ne nous profite pas vraiment. Bon, c'est vrai que ça peut à un moment donné susciter des émotions, mais à un moment donné, il faut arrêter pour dire que les guerres, demandez à ceux qui ont fait les relations internationales, les guerres, ça a été toujours autour des ressources, autour des terres. Aussi longtemps que vous aurez des ressources et que vous ne savez pas les protéger, les gens viendront pour faire mes bas sur ces ressources-là. Donc ça revient à ce que Fiston a dit tout à l'heure, il faut savoir protéger nos propres ressources, sinon on sera là que pour larmoyer. Oui, les Congolais doivent savoir protéger leurs ressources pour éviter de se larmoyer, pour éviter toujours de se plaindre.
Voilà, c'en est fini pour cette émission Géopresse qui s'est intéressée essentiellement sur la manifestation de population dans la ville de Goma contre les forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est. J'ai dit infiniment merci à mes invités, Patrick Ilunga, Fiston Oleko, merci. Et aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À vous, fidèles téléspectateurs, merci. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur son compte YouTube Géopolis TV et son site web geopolismagazine.net. À la prochaine.